Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance pour l'invitation que vous m'avez adressée. Et je suis particulièrement touché que ma présentation concorde avec l'hommage au professeur Georges Franck, que j'ai très bien connu moi-même, et auquel je rendrai un tout petit clin d'œil à la fin de cette présentation. Donc on va parler d'un thymus, effectivement, sur lequel nous travaillons, mon équipe et moi, depuis près de 30 ans, et qui est devenu une véritable passion pour tous ceux qui ont la chance de travailler avec moi sur ce sujet. Mais le thymus, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé dans l'histoire de la médecine. Il faut savoir qu'il a été découvert déjà dans la Grèce antique, à l'époque de Galien, et que Galien lui a donné son nom, non pas, je crois, comme on le pense, parce qu'il y avait une ressemblance entre la forme du thymus et la feuille de la plante de thym, mais parce que le thymus se trouvait tout près du cœur et des poumons, et que dans la Grèce antique, cette association entre le cœur et le poumon, c'était un peu la représentation de l'âme, de l'énergie et du courage. D'ailleurs, le thymos se réfère à ce que Platon désignait comme un des trois constituants de la psyché, avec la logique et l'appétit. Et de nos jours, on a conservé dans le langage médical la notion de trouble thymique, c'est de la même racine, lorsqu'on désigne des troubles de l'humeur, comme on peut les voir dans les maladies dépressives, endogènes ou bipolaires. Et puis, il va falloir attendre très très longtemps. Les anatomistes de la Renaissance vont décrire le thymus sans s'avancer dans une quelconque fonction. Et il va falloir attendre les travaux d'un Suédois au début du siècle, enfin du dernier siècle, qui remarque que le thymus est un organe qui change de taille, de volume, en fonction de toute une série de circonstances de maladies endocrines, la maladie de Basedow, l'acromégalie, la castration. Et à ce moment-là, le thymus est intégré dans le système endocrine et est considéré comme une glande, au même titre que l'hypophyse, la thyroïde et toutes les autres. Mais malgré beaucoup de travaux qui ont parlé d'hormones thymiques, le modèle de cette communication par hormones, de communication endocrine au sein du thymus n'est jamais parvenu à satisfaire complètement le modèle du fonctionnement du thymus. Et il faut attendre le début des années 60 pour qu'un Français qui a émigré en Australie du nom de Jacques Meunier et qui a donc anglicisé son nom en Jacques Miller, publie deux travaux qui font date dans l'histoire du thymus. C'est le rôle incontesté de cet organe dans la constitution, dans le développement d'une population bien donnée du système immunitaire, les lymphocytes, qui va appeler les lymphocytes T pour thymodépendants. Voyons maintenant un peu plus près ce que nous savons sur le plan de la biologie cellulaire et de l'embryologie du thymus. Le thymus, c'est d'abord une éponge de cellules épithéliales disposées en deux zones, le cortex et la médullaire. Vous voyez ici en microscopie que le cortex est très sombre parce qu'il est peuplé d'une énorme quantité de lymphocytes T précurseurs, et que la médullaire est beaucoup plus claire, où on voit beaucoup mieux le réseau épithélial. Et puis on distingue au centre de la médullaire ce qu'on appelait les corpuscules de Hassall. Et en microscopie électronique, vous avez ici une représentation de cellules épithéliales avec tous ces lymphocytes T en différenciation qui viennent s'accoler à la cellule épithéliale. Sur le plan de la génétique du développement, il y a toute une série de gènes qui sont impliqués dans le développement du thymus, mais j'en retiens deux essentiels. C'est OXA3 qui est exprimé à partir du jour embryonnaire 10.5 dans la troisième poche pharyngée, donc dans l'endoderme de la troisième poche pharyngée, dans le mésenchyme de la crête neurale céphalique. Et les souris OXA3-, ce sont les premières souris transgéniques knockout qui ont été mises au point par Nancy Manley et Mario Capecci, et ces souris OXA3-, se caractérisent par une absence de thymus, une hypoplasie des parathyroïdes, et donc on a pu démontrer à ce moment-là que OXA3 avait une fonction importante dans le développement du thymus. Un autre facteur extrêmement important, c'est FOXN1, qui lui est exprimé au jour embryonnaire 12.5
toujours dans l'endoderme de la troisième poche pharyngée, puis qui est fortement exprimé dans les cellules épithéliales thymiques. C'est le facteur de différenciation spécifique des cellules épithéliales thymiques, et la mutation de FOXN1 est responsable du phénotype bien connu de la souris nude, caractérisée par une immunodéficience sévère. Et puis alors on arrive en 87 et 88, et il y a 3 travaux séminaux qui sont publiés très très proches l'un des autres et qui démontrent que le thymus est l'organe de la tolérance centrale du système immunitaire. C'est d'abord un premier papier par l'équipe de Nicole Ledouarin qui montre que des greffes de thymus de poulet vont favoriser la greffe d'ailes de poulet chez l'embryon de la caille. C'est ensuite Marac, son mari Kapler, qui démontre que les super-antigènes dans le thymus peuvent également être responsables d'une induction de tolérance, d'élimination de cellules T autoréactives pour ces super-antigènes. Mais c'est surtout, à mon sens, le travail de von Böhmer, qui est publié dans Nature en 1988, qui est encore une merveille de travail, qui est un énorme plaisir à lire tant la construction intellectuelle est brillante. Von Böhmer travaille sur des souris qui expriment pratiquement pour 99% des lymphocytes T un seul récepteur d'antigène, le TCR, dirigé contre HY, qui est un déterminant antigénique spécifique du mâle. Et qu'est-ce qu'il observe? C'est que chez la femelle, on a très peu d'apoptose et qu'on va avoir une différenciation de cellules T, alors que dans le thymus de mâle, il y a une apoptose massive parce que les souris, le TCR de ces souris transgéniques reconnaît l'antigène HY et sont éliminés par sélection négative. Aujourd'hui, on peut s'accorder à dire que les progéniteurs T qui vont provenir d'abord du foie fœtal puis de la moelle osseuse entrent dans le thymus par la barrière entre le cortex et la médullaire, migrent immédiatement dans le cortex sous-capsulaire où ils vont subir une multiplication très intensive, donc nombreuses mitoses, et puis la différenciation va commencer au fur et à mesure que les lymphocytes T progressent depuis le cortex vers la médullaire. Ils vont entrer en contact avec les cellules épithéliales, les macrophages et les cellules dendritiques du thymus. Une sélection négative fort importante va avoir lieu dans la médullaire, et au bout du compte, sur 100 précurseurs T qui sont entrés dans le thymus, il n'y en aura que 2 ou 5 cellules qui vont quitter le thymus dans un état de compétence pour réagir vis-à-vis du non-soi et de compétence vis-à-vis du soi. Il y a également une production de ce qu'on appelle les T-Treg, les cellules T suppressives dépendantes du thymus, spécifiques des antigènes également exprimés dans le thymus. Et tout ce processus est contrôlé par la présentation des antigènes du soi, par le complexe majeur d'histocompatibilité exprimé sur les cellules épithéliales thymiques et également sur les cellules dendritiques. Et cette présentation du soi dans le thymus est responsable de 2 grands phénomènes très intimement associés, mais encore très difficilement expliqués. D'une part, c'est la sélection négative des lymphocytes qui expriment au hasard un récepteur à l'antigène dirigé vers ces antigènes du soi, mais également la sélection positive de lymphocytes T régulateurs spécifiques de ces mêmes antigènes du soi. Donc là, il y a un paradoxe encore difficilement expliqué aujourd'hui. Les antigènes du soi, mais c'est un petit peu ce qui nous a titillé à l'époque où je commençais mes études, et il se fait que, par hasard, je suis tombé sur un article publié par 2 auteurs anglais en 1910, Ott et Scott. Et ces 2 auteurs avaient montré que l'injection chez la chèvre d'extrait d'ovaire et de thymus provoquait l'éjection de lait. On sait aujourd'hui que l'éjection de lait est uniquement médiée par l'ocytocine, mais à l'époque on ne connaissait pas l'ocytocine, elle ne sera découverte que dans la fin des années 50 par Vincent Duvigneau. Je travaillais sur l'ocytocine ovarienne à ce moment-là et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le regarder dans le thymus. Et au cours d'un séjour dans le service de neurologie comme assistant en médecine interne chez M. Franck, donc, j'ai pu disposer d'un thymus d'un patient myasthénique qui avait donc une hyperplasie de son thymus et regarder si effectivement à l'intérieur il y avait de l'ocytocine et on a trouvé des très grandes quantités d'ocytocine.
Puis on a regardé s'il y avait d'autres neuropeptides, puisqu'on les appelle comme ça à ce moment-là. Et on se rend compte que dans toutes les différentes familles de neuropeptides, il y a en tout cas un membre exprimé et de manière souvent dominante dans le thymus. Donc pour les peptides neurohypophysaires, c'est l'ocytocine, pour les neuromédines, c'est la neurotensine, dans la famille des tachykinines, c'est la neurokinine A, dans la famille des peptides natriurétiques, c'est ANP, dans la famille des somatostatines, c'est la cortistatine, et dans la famille de l'insuline, c'est l'IGF-2 qui est largement dominant par rapport aux autres membres de la famille, IGF-1 et insuline. Si on regarde l'ontogénie de l'expression des gènes de l'ocytocine et de la vasopressine, on voit que dans le thymus, le gène de l'ocytocine et l'expression de l'ocytocine dans le cerveau coïncident. Mais vous pouvez remarquer que l'expression de l'ocytocine dans le thymus précède largement celle de la vasopressine et précède également l'expression de la vasopressine dans le cerveau. Et ceci peut avoir une influence dans ce que nous discuterons par après. Nous avons alors pensé que forcément les cellules T thymiques, les précurseurs T thymiques devaient exprimer des récepteurs aux peptides neurohypophysaires, et nous avons regardé l'expression des 3 récepteurs qui sont associés à cette famille, le récepteur de l'ocytocine, le récepteur de la vasopressine de type 1 et le récepteur de la vasopressine de type 3. Et comme vous pouvez le voir, sur les thymocytes, on trouve très bien l'expression du récepteur de l'ocytocine. On trouve cette expression du récepteur de l'ocytocine sur pratiquement toutes les sous-populations cellulaires T du thymus, alors que l'expression de V3R, du récepteur 3 de la vasopressine, est limitée aux doubles positives et aux cellules CD8. Et on a démontré également que cette liaison du ligand à le récepteur, et en particulier au récepteur de l'ocytocine, était tout à fait fonctionnelle, puisqu'elle induisait la phosphorylation de protéines associées à l'adhésion focale que sont la P125-FAC et la P130-Cas. Et on a remarqué également que l'action de l'ocytocine était beaucoup plus puissante que celle de la vasopressine pour stimuler cette phosphorylation. Et cette phosphorylation passe par un turnover accru des phosphoinositides et une augmentation de l'IP3 dans le cytoplasme des thymocytes. Et puis nous avons été confrontés à un énorme problème. En microscopie électronique, si vous voyez ici la cellule épithéliale thymique, vous avez un marquage pour l'ocytocine, mais il n'y a absolument pas de granules de neurosécrétion tels qu'on les a décrits pour l'ocytocine par les époux Scharrer dans les années 40. Si on mettait des cellules épithéliales thymiques en culture, il n'y avait pas non plus, quel que soit le stimulus exercé, même en dépolarisant les cellules épithéliales, on ne trouvait pas de sécrétion d'ocytocine dans le surnageant des cultures. À ce moment-là, on est très découragé et on se demande ce qui se passe, parce que bon, il y a un signal qui est bien présent, il y a des récepteurs qui sont bien présents, qui sont exprimés, qui sont fonctionnels. Et on a la chance de voir qu'un Australien du nom de Funder propose à ce moment-là un nouveau modèle, un modèle de sécrétion cryptocrine, crypto voulant dire caché. Et que pour lui, il y a des endroits dans le corps, comme les cellules de Sertoli dans le testicule, comme les cellules épithéliales dans le thymus, qui ne sécrètent pas directement des peptides, mais qui les présentent simplement à leur surface. Et ces peptides peuvent alors interagir simplement par connexion avec ces récepteurs. On peut parler également de communication juxtacrine et autres. Et c'est en travaillant alors sur ce modèle-là que l'on s'est dit, non seulement il n'y a peut-être pas seulement un ciblage du ligand du signal à la membrane, mais il y a peut-être un comportement comme un antigène, c'est-à-dire comme une présentation, un apprêtement pour une présentation comme un antigène. Et nous avons travaillé d'abord sur l'ocytocine, bien sûr, mais l'ocytocine présente la particularité d'être un peptide cyclique, et la recherche de la présentation de l'ocytocine a mené à des résultats qui sont encore discutés aujourd'hui. Nous nous sommes tournés alors vers un peptide, un neuropeptide qui est linéaire, qui est la neurotensine. Et en collaboration avec le groupe de William Rosten à Paris, nous avons montré qu'effectivement cette neurotensine, donc autre neuropeptide thymique dominant, était bien apprêtée comme un antigène. Si vous voyez les cultures de cellules épithéliales, il n'y a absolument pas de neurotensine dans le surnageant.
vous en trouvez dans le cytosol, vous en trouvez associé à la membrane des cellules épithéliales thymiques humaines. Et lorsque vous préparez une colonne d'affinité avec un anticorps anti-MHC classe 1 monomorphique, que vous détachez alors les peptides qui sont accrochés à ces protéines du MHC classe 1, vous détectez dans le surnageant non seulement la neurotensin elle-même, mais deux autres peptides immunoréactifs un peu plus petits. Et si vous regardez la structure en acide aminé de la neurotensine, elle possède des résidus qui sont parfaitement capables de servir d'ancrage aux molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Nous avons proposé à ce moment-là un changement de paradigme, de modèle, et donc on passait finalement de la notion de neuropeptide thymique à la notion de self-peptide du soi neuroendocrine. Et ces peptides du soi neuroendocrine correspondent aux membres dominants de la famille d'un gène neuroendocrinien exprimé dans le thymus. Ce sont souvent des séquences hautement conservées au cours de l'évolution d'une famille. La transcription commence dans le thymus avant l'expression dans les tissus orthotopiques, voire l'ocytocine précédemment. Il y a une grande importance pour la préservation des espèces. Rappelons que l'ocytocine est impliquée à différents niveaux du processus de reproduction, alors que la vasopressine, si je puis m'exprimer ainsi, n'est impliquée que dans le contrôle du métabolisme de l'eau, et que si on manque de vasopressine, il suffit de boire de l'eau, tandis que si on manque d'ocytocine, il n'y a plus de reproduction d'espèces possible. Il y a également une régulation épigénétique spécifique dans le thymus. Ça, ce sont des travaux qui ont été menés par mon ami Bruno Kiewski, qui a montré que l'empreinte parentale caractéristique de IGF-2 n'est pas présente dans le thymus. Et enfin, et surtout, je dirais, il n'y a pas de sécrétion, mais un apprêtement pour une présentation comme un antigène par les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité. On a donc proposé un double rôle pour ces précurseurs des antigènes du soi neuroendocrine dans le thymus. Le précurseur peut donner naissance à un ligand qui n'est pas sécrété mais qui est exprimé à la membrane. Par interaction avec un récepteur neuroendocrine spécifique, ce ligand va entraîner la libération, on parle ici d'ocytocine, de triphosphatinositol et la phosphorylation de la P125-FAC. C'est donc plutôt des signaux positifs. Et la stimulation de l'adhésion focale peut être parfaitement impliquée dans la formation de ces synapses que l'on décrit de plus en plus entre les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes T, et donc elle serait impliquée dans la formation de ces synapses au sein du thymus. Mais ces mêmes précurseurs peuvent donner naissance à des séquences antigéniques qui sont présentées par le complexe majeur d'histocompatibilité, et cette présentation va conduire à deux possibilités. D'une part, l'élimination par sélection négative des cellules présentant un TCR spécifique de cet antigène du soi, mais en même temps, et toujours par un mécanisme qui n'est pas compris, cette même présentation du soi peut conduire à la génération de cellules T-régulatrices thymiques spécifiques. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate si on prend un petit peu de hauteur par rapport à tout ça? Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que avant 500 millions d'années, le système neuroendocrine et le système de l'immunité innée ont parfaitement coexisté. Ils coexistent d'ailleurs tout à fait de nos jours sans aucun problème. Et on sait d'ailleurs que les toll-like récepteurs, qui sont un petit peu les récepteurs spécifiques de l'immunité innée, n'ont pas la possibilité de réagir contre le soi normal. Et puis il y a 500 millions d'années, ce qu'on a appelé un peu le Big Bang en immunologie, vous avez deux enzymes qui font leur apparition, RAC1, RAC2, et ces deux enzymes vont catalyser la recombinaison des segments de gènes encodant les segments variables des récepteurs à l'antigène des cellules B et des cellules T. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez à ce moment-là la génération de milliards de combinaisons de récepteurs à l'antigène possibles et un potentiel d'autotoxicité extrêmement nocif pour les individus qui portent ce système d'immunité adaptative. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est pratiquement que, en même temps, ou très peu de temps après, apparaît le premier thymus unique chez les poissons cartilagineux, les raies et le requin. Mais le thymus ne tombe pas comme ça, comme un deus ex machina. Il est remarquable de voir qu'il est en fait précédé, chez la lamproie, de petites formations qui sont dispersées dans l'appareil branchial de la lamproie, qui exprime FOXN4, qui est l'orthologue de FOXN1 chez la lamproie,
Et donc que le thymus a finalement émergé par rassemblement de tous ces éléments qui étaient présents chez la lamproie. Et finalement, qu'est-ce que l'on voit? Et c'est qu'en exprimant toute une série d'antigènes du soi neuroendocrine, eh bien, on peut constater que cette présentation du soi neuroendocrine dans le thymus, a posteriori, est le moyen le plus économique et le plus facile, le plus efficace pour protéger le système neuroendocrine d'une auto-agression possible exercée par le système immunitaire adaptatif. On sait maintenant, et c'est notamment grâce aux travaux de Bruno Kiewski, que dans le thymus, on a une représentation de nombreux antigènes spécifiques de tissus, et vous voyez que vous en avez toute une série. On retrouve des antigènes de la thyroïde, de l'estomac, du cœur, du testicule, du poumon, du pancréas, et les plus grands, les plus importants, c'est le cerveau, l'intestin et le foie. Donc il y a toute une représentation, une expression dans ces cellules épithéliales thymiques d'antigènes tissulaires spécifiques du soi. Et la question qu'on peut se poser alors à ce moment-là, est-ce que l'auto-immunité dirigée spécifiquement contre un organe ou une cellule du système neuroendocrine ne peut-elle pas être liée à un déficit, un défaut de la programmation de la tolérance du soi dans le thymus? On a étudié notamment l'ontogénie des gènes de la famille de l'insuline dans le thymus de la souris, et vous pouvez voir qu'au cours de la vie fœtale, vous avez une expression massive du gène de l'IGF-2 et qui décroît au cours de la vie fœtale et puis qui devient pratiquement non détectable après la vie fœtale. Vous regardez l'échelle, voici pour l'IGF-1, l'autre membre de la famille, et vous avez également la même décroissance, mais il persiste une expression après la naissance. Si vous regardez le gène de l'insuline 2, il y a 2 gènes de l'insuline dans la famille chez les rongeurs. L'insuline 2 est prédominant dans le thymus. Eh bien, vous voyez que l'insuline 2 n'est exprimée qu'après la naissance. En parallèle, je dirais, avec l'émergence de la génération des cellules T régulatrices spécifiques du soi. Les cellules T régulatrices ne sont pas du tout générées pendant la vie fœtale. Si on regarde cette hiérarchie des gènes de l'insuline, de la famille de l'insuline dans le thymus, donc l'IGF-2 supérieur à l'IGF-1, largement supérieur aux gènes de l'insuline, que l'on a décrit que dans de très rares sous-populations des cellules épithéliales thymiques médulaires, on sait que la tolérance concerne d'abord des épitopes dominants. On peut donc en conclure que la tolérance à l'IGF-2 serait supérieure à celle de l'IGF-1 et largement supérieure à l'insuline. Et ceci se vérifie de manière un peu expérimentale, puisque les anticorps anti-insuline, on les fabrique extrêmement aisément, de même que les anticorps anti-IGF-1, tandis que les anticorps anti-IGF-2 sont très, très, très rares. De plus, si on essaye d'utiliser de l'insuline par voie orale, par voie nasale, par voie sous-cutanée, pour essayer de restaurer la tolérance des enfants diabétiques, il n'y a absolument pas de tolérance. En plus, les sourinotes qui sont vaccinées avec un des antigènes dominants de l'insuline présentent pratiquement toutes un choc anaphylactique. Donc l'insuline est en elle-même très immunogène. Et cette immunogénicité de l'insuline, de même que la prévalence des auto-anticorps anti-insuline, ça concerne à peu près 10 à 15% de la population, peuvent être très bien en fait en relation avec ce très faible niveau d'expression dans le thymus. Nous sommes intéressés à regarder la transcription des gènes de la famille de l'insuline dans un modèle animal du diabète de type 1. C'est le rat bébé. Eh bien, si vous regardez dans les 15 animaux que nous avons observés, vous avez une parfaite expression dans tous les thymus de l'IGF-1, de l'insuline 2. Mais par contre, l'IGF-2 n'est exprimé que dans 4 thymus sur les 15 examinés, et que l'incidence du diabète chez les rats bébés susceptibles au diabète coïncide tout à fait avec cette proportion d'expression de l'IGF-2 dans le thymus. Mais la grande démonstration qu'un défaut du thymus est impliqué dans la pathogénie de l'auto-immunité est venue en 2002 avec un papier publié par Mark Anderson et associant les équipes de Diane Mattis et de Hans von Böhmer. Et ils ont montré que la délétion d'un gène qu'on a appelé le gène régulateur de l'auto-immunité, le gène R, cette délétion chez la souris
provoque différentes lésions d'auto-immunité dans les organes en périphérie. Et alors ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui peut expliquer l'apparition spontanée de ces phénomènes auto-immuns en périphérie? Ce n'était pas un problème de cellules T régulatrices. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'en fait, le degré, le niveau de transcription dans le thymus des antigènes spécifiques de tissu était largement diminué chez les souris air knockout. Et parmi ces gènes, vous retrouvez des gènes sur lesquels on avait travaillé, l'insuline, l'IGF-2, le neuropeptide Y. Et donc, à partir de ce moment-là, a vraiment germé la conclusion que la transcription dans le thymus, et un défaut de cette transcription, et donc un défaut de la présentation des antigènes tissulaires spécifiques de tissu périphérique, était un élément moteur du développement de l'auto-immunité spécifique d'organes. Dans le domaine du diabète auto-immun, il y a plusieurs expériences qui ont été réalisées. Ne tenez pas compte de ce qui est là au-dessus, tenez compte surtout de ce qui a été fait au niveau de l'insuline. Donc je vous rappelle qu'il y a deux gènes présents dans le génome de la souris, INS1 et INS2, que INS1 se trouve surtout exprimé dans les cellules bêta et que INS2 se trouve exprimé surtout dans les cellules épithéliales médulaires thymiques. Si on fait le knockout de INS1 sur un fond NOT, vous diminuez l'auto-antigène C, vous avez une diminution de l'insuline, du diabète et des anticorps anti-insuline, anti-GAT, etc. Si vous faites le knockout de l'insuline 2 sur un fond NOT, c'est l'inverse que vous observez. Vous avez une insulite largement augmentée, un diabète augmenté et une augmentation du titre des anticorps anti-ilobêta. Si vous supprimez les deux gènes de l'insuline sur fond NOT, plus rien ne se passe. Par contre, si vous arrivez à déléter complètement l'insuline avec ces deux gènes INS1, INS2 dans le thymus, vous observez un diabète de type 1 dans les 3 semaines. Bon, je m'excuse, je n'ai pas mis les références. Ici, c'est une équipe française de Christian Boitard. Ceci, c'est une équipe américaine, Massimo Trucco, qui a mis ça en évidence. Alors nous sommes intéressés, mais tiens, qu'est-ce qui se passe alors dans les souris IGF-2 moins? Les souris IGF-2 moins ne développent pas de diabète. Par contre, si vous testez la réponse suite à l'administration d'insuline chez les souris IGF-2 moins, eh bien vous voyez qu'il y a une diminution de la tolérance à l'insuline et une augmentation des anticorps anti-insuline chez les souris IGF-2 moins. Donc l'expression d'IGF-2 contribue vraisemblablement par tolérance croisée, à la tolérance de l'insuline. Et nous voulons aller plus loin, nous nous sommes intéressés à ce moment-là, mais est-ce que, puisque IGF-2 est un peptide tout à fait ubiquiste, est-ce que c'est son expression intrathymique qui est importante, ou bien est-ce que c'est son expression ubiquiste? Donc nous avons procédé à une délétion spécifique de l'IGF-2 dans l'épithélium thymique de souris. Cette délétion aboutit à une diminution très nette de 85 à 90% des transcrits, et en hybridation in situ, on voit une très très nette diminution de la transcription de l'IGF-2. Et chez ces souris, lorsque vous faites une immunisation, que ce soit avec l'IGF-2, que ce soit avec l'insuline, vous remarquez notamment que chez les souris avec délétion de l'IGF-2 dans le thymus, vous avez disparition de la tolérance à l'IGF-2, et que vous avez également une diminution de la tolérance vis-à-vis de l'insuline. Donc, en dépit de son expression ubiquiste, la délétion de l'IGF-2 dans le seul thymus conduit à une perte de tolérance vis-à-vis de lui-même, et que la délétion d'IGF-2 dans le seul thymus aussi contribue à diminuer le degré de la tolérance vis-à-vis de l'insuline. Ici, c'est une expérience que nous avons menée en collaboration avec le registre belge du diabète. On a recherché des auto-anticorps anti-IGF-2 chez des patients diabétiques. D'abord, nous avons été déçus parce qu'il n'y avait pas de différence entre un groupe normal tout à fait sain et un groupe de diabétiques, mais nous avons quand même remarqué que chez une série de patients diabétiques, vous aviez, chez 3 seulement, mais vous aviez des titres extrêmement élevés d'auto-anticorps anti-IGF-2 et pas chez les sains. Et puis, il y en a un papier tout récent qui vient de sortir dans JBC qui montre que vous avez une expression dans le pancréas d'une molécule hybride qui est un nouveau transcrit du gène de l'IGF-2 et qui contient à la fois une partie de l'insuline et une partie de l'IGF-2.
et que des auto-anticorps contre cette hybride insuline-IGF-2 sont parfaitement décrits chez les patients diabétiques. Il y a peut-être là une voie à tracer plus loin ultérieurement. Ce qui est valable du diabète est valable pour la maladie de Graves. Vous avez une expression de tous les antigènes de la thyroïde dans le thymus. Et j'attire votre attention ici sur l'expression du récepteur, donc l'expression du récepteur de la TSH, qui est l'antigène PRIN7 de la maladie de Graves-Basedow. Quand vous avez un patient en début de maladie de Graves-Basedow, vous voyez très très bien l'hyperplasie du thymus ici. Et lorsque ce patient est traité, le thymus revient à sa forme normale. Et l'équipe de Colobran et de Pujol-Borel ont publié en 2011 le fait que des SNP pouvaient contribuer à une augmentation, une diminution du degré d'expression du récepteur de la TSH dans le thymus et que l'incidence de la maladie de Graves augmentait en fonction de cette expression intrathymique ou non. Encore un très beau modèle qui a été publié très récemment dans JCI. C'est un modèle de souris qui développe une myocardite auto-immune et le constituant vis-à-vis duquel cette myocardite auto-immune est développée, l'antigène, c'est l'alpha-myosine. Par une méthode transgénique ciblée, on surexprime l'alpha-myosine antigène dans des cellules épithéliales thymiques. Il n'y a plus du tout de développement de la myocardite auto-immune. On en arrive ainsi au modèle qui est notre modèle de travail aujourd'hui. Donc, la physiologie du thymus, nous avons une transcription sous contrôle de R de toute une série d'antigènes du soin neuroendocrine dans l'épithélium thymique, et que cette présentation va conduire d'une part à la sélection négative de cellules T présentant une haute affinité pour ces complexes antigènes du soin neuroendocrine MHC, et d'autre part, par un mécanisme toujours inconnu, la sélection de cellules T régulatrices spécifiques des mêmes antigènes du soin. En cas de défaut de pathologie du thymus, de maladie du thymus, l'absence ou la diminution dans l'expression et la présentation des cellules peptides neuroendocrines du thymus va être associée à toute une série de phénomènes auto-immuns en périphérie. Et cela ne peut provenir que de deux choses. D'une part, l'enrichissement du répertoire T périphérique avec ce qu'on appelle, ce qu'appelait Burnet, les clones interdits dirigés contre le soi. Et d'autre part, la diminution de la sélection des Treg spécifiques dans le thymus. Ceci est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante pour développer une auto-immunité. On sait qu'il faut des facteurs environnementaux, et ces facteurs environnementaux interviennent très vraisemblablement pour établir le lien entre les clones T interdits et les cibles antigéniques exprimées par les tissus cibles. Je crois que je suis déjà un petit peu long, donc je vais malheureusement ne pas pouvoir vous développer la seule vaccination négative. Je voulais simplement dire, toujours pour rester dans cette notion de l'environnement, que nous étudions depuis environ 15 ans avec une équipe du CHRU de Lille, l'équipe de virologie de Didier Aubert, le fait que des entérovirus, et en particulier le Coxsackie-virus B4, pourraient être impliqués dans la pathogénie du diabète de type 1, mais via une interaction par le thymus. Ce sont des travaux qui avaient déjà été menés par ma plus brillante doctorante, qui est aujourd'hui professeure associée à l'université de Sydney en neuroimmunologie, qui avait déjà établi toute une série de travaux montrant que le Coxsackie B4 pouvait très bien affecter le thymus humain et y provoquer des désordres importants dans la différenciation des cellules T. Et l'année passée, nous avons montré, en collaboration avec l'équipe de Didier Aubert, que l'infection du thymus par CVB4 conduit à une très nette diminution de la transcription du gène de l'IGF-2 ainsi que de la production de la protéine correspondante. En conclusion, eh bien, la présentation des cellules peptides neuroendocrines dans le thymus a permis une évolution intégrée et harmonieuse entre le système neuroendocrine d'une part et le système de l'immunité adaptative d'autre part. Une dysfonction du thymus dans la programmation de la tolérance au soi central joue un rôle primaire dans le développement d'une réponse auto-immune spécifique dirigée contre des antigènes périphériques associés à des cellules ou associés à des organes de type neuroendocrine.
Et en résultat de ce défect, l'enrichissement du répertoire avec des cellules T réactives vis-à-vis du soi et la déplétion de cellules T régulatrices spécifiques est une condition nécessaire mais non suffisante pour l'apparition des maladies endocrines auto-immunes. Alors évidemment, je tiens à remercier tous les membres de mon groupe avec lesquels je travaille maintenant depuis de très nombreuses années. Je voudrais ici remercier également la collaboration qui vient de s'installer avec Yves Beguin et Frédéric Baron, où nous allons étudier la manière de régénérer la thymopoïèse dans toute une série de circonstances où le système immunitaire a besoin d'être régénéré. Et je remercie bien sûr l'équipe du CHRU de Lille et le laboratoire de virologie. Je pense que je suis également un résultat d'une différenciation et je tiens à remercier ici les personnes qui ont contribué à cette différenciation. Paul Franchimont a notamment, tout en me laissant la liberté de recherche, m'a montré un jour les proceedings d'un symposium qui avait eu lieu en 1983 sous l'égide de la fondation de la princesse Liliane, qui s'appelait la modulation neurologique neurale de l'immunité. Il m'a présenté ce livre, il m'a dit « Vincent, ça c'est l'avenir ». Je tiens à remercier Jean-Jacques Legault qui m'a introduit dans le monde des peptides neurohypophysaires et qui m'a assuré ma formation d'endocrinologue clinicien. Pierre Lefebvre qui a compris tout de suite l'intérêt qu'il pouvait y avoir de ses travaux pour la pathogénie du diabète de type 1. Georges Franck, je l'ai déjà signalé, c'est chez lui que j'ai pu bénéficier du premier thymus. Jacques Boniver qui m'a mis les pieds dans le thymus sur lequel il travaillait déjà depuis longtemps et il avait effectué son postdoc. Gustave Monen qui est devenu un ami, notamment au cours de mes grandes épreuves de ma thèse d'agrégation. Et Jean-Michel Foidin avec lequel j'étudie aujourd'hui la tolérance maternelle vis-à-vis de l'implantation embryonnaire. Je vous préviens que le 8 novembre prochain, la Société belge d'immunologie organisera son colloque, sa réunion annuelle, et ce sera justement basé sur les nouvelles connaissances dans le domaine de la physiologie du thymus. Et nous avons la chance d'avoir parmi les plus grands chercheurs du thymus au niveau européen. Et enfin, je peux faire un petit cocorico pour Liège, puisque nous avons été sélectionnés pour organiser le 9e congrès de la Société internationale de neuroimmunomodulation en septembre 2014. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention. Merci M. Guénel pour cet exposé qui était ouvert par un chirurgien, pas mal de mystère. Je me souviens qu'en chirurgie, à une époque, dans les années 60, on pratiquait la thymectomie dans 2 indications, en transplantation sans certaines logiques, mais aussi en myasthénie. Vous avez fait allusion en myasthénie avec l'hypertrophie du thymus. À l'époque, on n'avait pas toutes ces connaissances. Donc, quelle était l'hypothèse de travail de la thymectomie dans la myasthénie dans les années 60? Eh bien, franchement, à cette époque-là, il n'y avait pas la moindre hypothèse de travail. C'était purement empirique. On constatait qu'il y avait une hypertrophie du thymus dans ces cas-là, au scanner ou à la radio. Souvent, il pouvait quand même y avoir un thymome, c'est-à-dire un cancer bénin des cellules épithéliales thymiques associées, mais on enlevait le thymus et on constatait qu'il y avait une amélioration de la myasthénie grave. En fait, aujourd'hui, on peut très bien comprendre qu'en fait, on retire l'organe qui est malade réellement. Ce n'est pas la plaque neuromotrice qui est malade dans la myasthénie, c'est le thymus qui est malade. Et maintenant, quand on le retire, on retire notamment cette origine de l'auto-immunité. Et j'ai un collègue, excusez-moi, je vais vous dire une petite chose, c'est un collègue italien, M. Paolisso, que M. Lefebvre connaît bien, qui soignait une patiente diabétique. Et cette patiente diabétique présente une myasthénie grave avec une hyperplasie du thymus. On l'opère. Elle va un peu mieux, elle n'est pas guérie de sa myasthénie. Mais ce qu'il constate, c'est que ces doses d'insuline sont considérablement réduites chez cette patiente. Merci beaucoup. Oui, la discussion est ouverte, bien entendu. Monsieur Goldman. Bien, maintenant, je pense qu'on va vous féliciter pour cette belle présentation. Ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il faut te féliciter pour ta persévérance, pour l'étude de ces phénomènes complexes, parce que, bon, il faut savoir que les travaux de Vincent, les opérations initiales,
au départ été accueillis, je dirais, avec un certain scepticisme, une curiosité bienveillante. Et je pense que tu as eu le mérite de vraiment continuer dans la voie que tu nous as expliquée. Tu dis, j'ai une question à propos du facteur de transcription FOXN1 que tu as évoqué. Je crois que Thomas Böhm mène des recherches essentielles à ce sujet à toujours. Et donc, comme tu sais, aujourd'hui, en identifiant les gènes qui sont contrôlés par ce facteur de transcription, on arrive à reproduire, enfin, il arrive à reproduire in vitro la différenciation de phénotype. Donc, ma question est, est-ce que dans ces systèmes, disons, de reconstitution in vitro, on a déjà observé, ou tu aurais déjà observé, effectivement, l'expression de ces neuropeptides par les cellules? Non, on n'a pas recherché. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller voir chez la lamproie. Parce que la lamproie, si on a déjà cette expression de neuropeptides dans ces fameux thymoïdes, mais c'est déjà la preuve qu'il y aurait déjà une éducation au soi avant l'émergence de l'immunité adaptative. Donc c'est ce qui m'intéresse prochainement, oui. Merci pour ta présentation. Pour poursuivre sur la première question qui t'a été posée, dans le cas de thymome, est-ce qu'on a une idée de l'hétérogénéité de la présentation antigénique? Ça n'a pas été bien étudié. Je sais que le groupe qui étudie le plus ça, c'est Alexander Marx en Allemagne. Et il a étudié notamment l'expression de R dans les thymomes qu'il avait observé, mais il n'a pas vu de grand-chose comme... l'expression de R était présente, en tout cas. Oui. Oui, monsieur Ami. Merci beaucoup, Vincent, pour ton bel exposé. Tu m'as aidé à mieux comprendre nos soi. Et je voudrais poser une question de sémantique. Quelle différence fais-tu entre le soi et le moi? Il y a déjà un peu du moi dans le thymus, puisque malgré tout, vos peptides du soi doivent être présentés par le complexe majeur d'histocompatibilité, et nous savons que le complexe majeur d'histocompatibilité d'un individu et d'un autre est différent. Donc il y a déjà un petit peu, malgré tout, cette présentation implique quelque chose du moi. Mais je pense que ceci est quand même un phénomène qui nous concerne tous. C'est un phénomène universel, sauf, à mon avis, ceux qui payent le tribut d'un système immunitaire adaptatif extrêmement complexe, et ce sont les pauvres patients qui sont atteints de maladies auto-immunes. Mais je crois que ceci n'a rien à voir avec le moi, et que je crois que c'est d'ailleurs la grande question des neurosciences aujourd'hui, c'est de comprendre l'individuation, le moi, la pensée du moi. Ça, je crois que ce sont les grandes questions aujourd'hui des neurosciences, auxquelles il n'y a absolument aucune réponse pour le moment. Monsieur Casimir. Dans les maladies auto-immunes, il y a souvent une prédisposition sexuelle. Oui. Oui, bien sûr, oui. La femme que chez l'homme. Est-ce que l'on a pu montrer qu'il y avait au niveau des différences à la fois dans l'expression, dans la présentation entre les deux? Non, et je crois que cela, ça fait plutôt partie de ce qu'on appelle les conditions qui doivent être ajoutées pour déclencher une auto-immunité. Et vraisemblablement, c'est l'environnement stéroïdien des œstrogènes qui diminue le seuil de tolérance, qui augmente le seuil, qui diminue le seuil d'activation et donc diminue le seuil de tolérance et qui donne cette prédisposition qui s'observe pour certaines maladies, pas pour tout. C'est vrai pour les thyroïdites, c'est pas vrai pour la sclérose en plaques, c'est pas vrai pour le diabète de type 1. Polyarthrite, s'il y a une certaine augmentation chez les femmes par rapport aux hommes. Mais voilà, je crois que là, on est plus dans le domaine du périphérique. À mon avis, ça n'a pas beaucoup de choses à voir avec le central. Mais, à ma connaissance, ça n'a pas bien été étudié non plus au niveau central. Ce sont des choses relativement récentes. Oui, je vous en prie. Merci d'abord pour votre exposé. Je voudrais savoir ce que c'est actuellement la fonction de thymus à l'âge adulte. Est-ce qu'il y a toujours un maintien d'une tolérance pour les nouveaux lymphocytes ou alors On sait que la sélection négative se fait surtout pendant la vie fœtale. On sait que la génération des lymphocytes T régulateurs, elle, a lieu juste après la vie fœtale et peut se durer sur toute l'année. Mais surtout, ce qu'on a cru longtemps, c'est que le thymus, on disait qu'il involuait et qu'après la puberté, disparaissait toute fonction thymopoïétique. Or, maintenant, on sait depuis la fin
des années 90 et nous l'avons montré aussi dans notre laboratoire. Je vais vous montrer une diapositive. Voilà. On a une méthodologie qui permet de mesurer ce qu'on appelle les cercles d'excision du récepteur à l'antigène. Donc quand le récepteur à l'antigène se recombine, les gènes du récepteur à l'antigène se recombinent dans les lymphocytes et dans le thymus, on crée des cercles qu'on appelle des épisomes qui sont exclus des mitoses, de la combinaison ultérieure. Et on peut parfaitement doser ces cercles d'excision. Il y a les cercles d'excision qui sont produits en précoce, pendant la différenciation, et en tardif. Et c'est notamment les tardifs, c'est les SJ-TREC. Et si vous regardez cette dia, vous voyez qu'en fait, cette thymopoïèse va bien au-delà de la puberté et devient insignifiante à partir de 60 ans. Et donc on est quand même beaucoup plus loin que quand on disait que le thymus n'avait plus aucune fonction après la puberté. Et d'ailleurs maintenant, à la suite de notre programme européen Eurotimède, il y a eu une directive européenne qui est passée dans les services de chirurgie cardiovasculaire, où on demande de ne plus retirer tout le thymus qui en général gênait les chirurgiens pour accéder au cœur chez les enfants dont on devait corriger des cardiopathies congénitales. Ils sont obligés de laisser au moins en place un lobe. Est-ce qu'on aurait des indices que des lymphocytes de périphérie qui auraient échappé à l'éducation thymique puissent revenir dans le thymus? Il peut y avoir toujours une recirculation dans le thymus. Le problème, c'est que l'éducation n'est toujours pas présente. L'éducateur fait défaut et donc ils n'auront toujours pas, en repassant dans le thymus, l'éducation pour reconnaître là ou les molécules nécessaires. Je pense au fait que l'expression de certains gènes peut être aléatoire au niveau de la molécule thymique. Oui. Ça, effectivement, c'est plus le travail de Bruno Kiewski qui parle de l'expression promiscuous des gènes dans la médullaire. Oui, mais bon, quand il y a un déficit d'expression, il y a un déficit d'expression. Et il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas exprimé, il n'est pas exprimé. Donc, même si c'est aléatoire, je pense qu'il y a quand même des déficits qui concernent directement une expression définitive. Et elle échappe à la promiscuous gene expression aussi. Ok. Je poser une question. Oui, monsieur. Quels sont les désavantages des personnes qui ont subi, par exemple, l'irradiation oui. du reste, oui. du bassin, et qui n'ont plus de thymus? Ce qui a été montré dans cette fameuse étude fin des années 90 par le groupe de Ronald Grace et de Crystal McCall, ils ont étudié justement les régénérations du système immunitaire chez des patients avec qui on avait fait une thymectomie dans l'enfance ou pas de thymectomie. Et on a constaté que la régénération du système immunitaire était bien plus performante chez les patients qui avaient un thymus par rapport à ceux à qui on avait enlevé le thymus. Maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas du tout d'étude longitudinale qui a regardé est-ce que les incidences d'auto-immunité sont plus importantes chez les patients qui ont été thymectomisés dans l'enfance par rapport aux autres. Je ne pense pas. Il n'y a pas d'étude qui a été faite et je ne pense pas. Peut-être pas. À partir du moment où la sélection négative a eu lieu pendant la vie fœtale, je pense que c'est déjà une grosse assurance contre l'auto-immunité si tout s'est bien passé dans la vie fœtale. D'autres questions? Merci, monsieur Guérin. Merci, monsieur le Président. Je pense que les intervenants ont bien démontré l'intérêt du sujet et le trio que l'exposé. Merci. Merci.